Ok, on va un peu dans la géopo. J'ai des messages à passer par rapport à la géopolitique. On espère qu'on va être comprendre. Le mois de septembre est un mois très chargé d'émotions. Plein d'émotions avec des guerres, des incendies, etc. Qu'on a bien pu expliquer à notre niveau. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un ou deux points aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre l'Afrique. Comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique est un peuplement ethnique depuis des milliers d'années. L'Afrique est un peuplement ethnique depuis des milliers d'années. Sans oublier que notre carte du monde, pour lequel il y a 5 ou 6 continents, ça dépend de celui qui dit, on nous a absolument opaqué la réalité que les Amériques peuvent entrer, la taille des Amériques, l'Amérique du Nord, ça peut entrer dans le Sahara, il y a encore l'espace. Tu prends l'Europe occidentale, tu mets, il y a encore l'espace. Tu prends les Indes, tu prends la Chine, tu mets, il y a encore l'espace. Donc l'Afrique est très grande. Parce que l'Afrique est immense. C'est que tu peux prendre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et certains autres pays, tu mets ça dans la superficie de ce qu'on appelle notre continent africain. Mais on a peur de dire la réalité parce que nous qui sommes africains, on a été malheureusement des instruments de propagande, l'instrument des guerres, et on ne sait pas pourquoi on est toujours physiquement comme spirituellement des outils et des instruments des oppresseurs qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux. Tout sort d'Afrique parce que l'Afrique est un immense continent. Immense continent ethnique. Et cet immense continent ethnique, depuis des milliers d'années, a peuplé le monde à travers tous les détroits qui existent, les brèches de terre pour lesquelles les hommes peuvent facilement traverser dans les périodes de sécheresse ou dans les périodes de glaciation. L'Afrique est un peuplement ethnique. Les Amériques ne sont pas un peuplement ethnique. Parce que les Européens qui arrivent aux États-Unis au XVIe, XVIIe siècle, ce sont des Anglais, des Français, des Britanniques, etc., des Irlandais qui peuplent cette, des Hollandais qui peuplent cette. Ce n'est pas une ethnie. Les Gaulois et les Français ont été colonisés par les Romains. Mais l'Afrique qui a peuplé le monde est restée ethnique. Et chaque groupe ethnique, depuis des milliers d'années, ont les chefs. Chaque groupe ethnique, depuis des milliers d'années, ont des chefs, ou des chefferies, ou des rois. Le problème commence ici. J'ai introduit ce sujet parce que ça fait déjà 9 ans que j'en parle. Je dis bien le mot 9 ans que j'en parle parce que pour mettre un parallèle avec ce que je disais, le document que je disais tout à l'heure, à quel point il est important. Du 23 au 24 novembre 2016, le service à travers un ange ou un être spirituel, me transporte de l'Afrique du Sud. Ce qui était là, je le répète de temps en temps. Il me transporte de l'Afrique du Sud et il me fait monter dans toute l'Afrique et il me fait atterrir à l'Afrique de l'Ouest. Je recommence encore. Ce message est là, ça existe là, c'est là. Je le repose de temps en temps. Il me fait quitter de l'Afrique du sud de l'Afrique. Progressivement, on monte et il s'adresse à moi. Que ces peuples, s'ils vont passer par des troubles présidentiels, des troubles, des attaques les uns contre les autres, et il me fait atterrir jusqu'en Afrique de l'Ouest, et il m'explique ce qu'on appelle les area boys. J'ai expliqué ça ici beaucoup de fois. Et je vais répéter ce qu'on appelle les area boys. Parce qu'il faut qu'on comprenne le problème à sa racine. Même si elle va exploser, et qu'on essaye de régler le problème.
Parce que j'ai vu des aberrations avec mes collègues. Je dis le mot aberration. C'est aberrant de voir qu'aujourd'hui, on veut résoudre les guerres à travers les prières. Je ne comprends pas ça. Quand je m'adresse à mes collègues, on ne règle pas les guerres à travers les prières, ne règlent pas les guerres. Il y a certains serviteurs qui ont vu la guerre du Congo aussi. Ils ont dit des choses. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on en parle. Donc, dès 1472, les Portugais, à travers leur navigation et leur technologie navale, accostent l'Afrique de l'Ouest. Ok? Les Néerlandais aussi, au même moment, quelques années plus tard, accostent la côte Est. Progressivement, 100 ans plus tard, les Espagnols prennent, 100 ans plus tard, les Anglais et les Français, les royaumes, si je le dis, prennent d'assaut toutes les côtes africaines, subsahariennes, parce qu'il faut le savoir, à cause des Ottomans, il faut donner la cause, à cause de la puissance ottomane, qui ne voulait plus que les Européens passent par l'Égypte pour entrer dans les hinterlands, il a fallu que, parce qu'il faut savoir que la région de l'Égypte, du Moyen-Orient, est un triangle, je le dis toujours, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, dont les Ottomans ont bloqué la route pour la traversée des peuples pour aller vers les Indes. On se comprend? Voilà donc pourquoi ils ont dû commencer à chercher les moyens de navigation pour contenir toute la côte africaine, pour repartir vers les Indes. Voilà pourquoi la plupart des personnes, quand Christophe Colomb est atterri aux Amériques, il a cru qu'il était en Inde, parce qu'il cherchait les Indes, West Indies. Ok? Bon, vous connaissez, vous savez, c'est pas grave. Donc, vous savez, je fais seulement les petits coups, les petits rappels. Donc, quand ils naviguent, ils ont déjà les armes. Ils sont puissants en armes. Et ce sont des chrétiens. Je cite dessus, c'est important. Parce que les premiers convertis dans cet impérialisme européen, là, c'est les Congolais. Hein. C'est eux-mêmes qui changent leur nom. Ils s'appellent les Alfonso. Les premiers rois qui échangent entre les Portugais et les Congolais au 15e siècle, au 16e siècle, pardon, devient absolument un roi s'appelle Alfonso. Alfonso Ier. Alors qu'il s'appelait. Bref. Ici, c'est important d'abord de dire que quand ils entrent dans la côte africaine, avec le christianisme et la guerre, tout ce qu'ils apportent, le but ici, c'est de conquérir les terres. Parce que, avec les Indes, ils faisaient le trafic des condiments. Mais ils ont vu qu'en Afrique, on avait beaucoup d'espace, on avait beaucoup de poissons, on avait beaucoup de viande, on avait beaucoup de ressources. Et ils ont commencé à exploiter. C'est là où a commencé la traite des grillés, progressivement. Pour lesquels la plupart des Africains sur les côtes ont commencé à être exploités en Amérique. Avec la Bible. Il faut que les gens sachent que c'est avec la Bible. Parce que ce sont des papes qui ont donné l'ordre de le faire. Il ne faut pas qu'on mette l'innocence là. Parce que même dans la Bible, le mot doulos veut dire esclave. Dans la Bible, il y a le mot esclave dans la Bible. Jésus n'est pas contre l'esclave, parce que lui-même avait des esclaves. Doulos veut dire esclave. Ok? Paul le dit. Ok? Soyez soumis à vos maîtres. Vous, en tant que bon, doulos, esclave. Ils ont seulement voulu changer ça pour qu'on ne puisse pas savoir qu'aujourd'hui, avec les... Bon, bref. Paul, c'est un enfant de Dieu. Donc ici, on continue. Quand ils entrent donc en Afrique, ils exploitent les terres. Mais il y a beaucoup de guerres entre la France et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, vous devez le savoir, est une puissance impériale très très forte au XVIIe siècle, qui commence à rivaliser parce qu'elles entrent dans la production industrielle, elles deviennent très puissantes. Elles ont besoin de ressources matérielles, elles ont besoin de beaucoup de ressources. Donc elles trouvent qu'en Afrique, il y a beaucoup de ressources, beaucoup trop de ressources. Naturellement, il y a un problème donc entre la France et l'Allemagne. Problème de territoire aussi. Et leur guerre commence. Il y a les traités de paix. Mais le vrai problème ici, c'est que on réalise que tous ceux qui ont pris les pays du Maghreb et les pays de la côte Est
depuis la côte ouest, depuis la côte est, il manque l'intérieur. C'est-à-dire le Cameroun, le Congo aujourd'hui, Congo-Brazzaville, Tanzanie. Donc la Grande-Bretagne, la France, les Belges et les Allemands sont à la conquête de cette terre. Très important. Avec les armes et la Bible. J'aimerais même lire une citation du XVIIIe siècle, que je vais lire tout à l'heure. Que les gens soient sages quand ils lisent cette citation. C'est une très belle citation. Ça vaut de l'or dans le monde entier. Beaufort. Ok? Ça vaut de l'or. Je vais lire ça dans quelques minutes. Alors ici, quand ils entrent dans le territoire, les Belges prennent ce qu'on appelle le Congo. Ça ne veut pas que le Congo belge. Parce qu'il y a le Congo allemand, il y a le Togo allemand, il y a le Cameroun allemand. Les Allemands sont puissants. Ici, on est en 1885, il y a ce qu'on appelle naturellement la conférence de Berlin que tout le monde connaît. Cette conférence de Berlin, c'est là où tous les problèmes commencent. Parce qu'ils commencent à cartographier l'Afrique et séparer l'Afrique avec des lignes droites, des lignes diagonales et des triangles. Tout commence là. En 1887, on commence à partitionner. Mais l'Afrique dite de l'Est est encore en trouble parce que les chefs et les rois, comme en Afrique, les Ashantis, en Afrique de l'Ouest, luttent contre les empires français, britanniques et allemands. Elles luttent dur. L'empire Ashanti est l'un des empires qui a lutté le plus farouchement. On a parlé de ça il y a 2 ans, ici. Connaître notre histoire, c'est très important. Donc, à la suite, je vais aller rapidement, c'est très important parce qu'il va entrer dans la politique. On parle de géopolitique ici. C'est très important. Ici, donc, quand ces populations européennes arrivent, donc, ils commencent à conquérir cette terre, la plupart des gens des villages sortent des villages pour aller vers les villes, pour chercher le travail. Parce qu'ils commencent à vouloir amener à tout le monde à parler le Swahili. Parce que chacune d'entre elles ont leur langue. On appelle ça les langues bantou. Moi, je vais être en Afrique de l'Est aujourd'hui. Je laisse l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait l'Afrique de l'Ouest il y a beaucoup d'années. Je fais l'Afrique de l'Est. Excusez-moi, écoutez, c'est très important. Avec cette discussion-ci, on comprend l'Afrique. On comprendra l'Afrique. En début 1900, jusqu'en 1919, l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale. N'oublions pas ça, c'est très important. En 1919, en juin 1919, il y a le traité de Versailles. Le traité de Versailles est important parce que le traité de Versailles décide de répartir les colonies allemandes aux populations françaises, anglaises et belges. Les Belges donc veulent donc une très grande partie de ce qu'on appelle le Congo belge aujourd'hui. Dans le Congo belge, il y a la Tanzanie qui est très grande. Et dans la Tanzanie, il y a 2 petits pays qu'on appelle le Burundi et le Rwanda. C'est important de comprendre l'histoire. Toutes étaient des colonies allemandes. Et pendant beaucoup de temps, ils ont parlé l'allemand. Donc, quand ici, les guerres franco-belges et anglaises prennent éruption, il y a des prisonniers de guerre qui se retrouvent à être bafoués entre la frontière Congo-belge et la frontière de la Tanzanie. Parce que la Tanzanie, à un certain moment, est revenue à la Grande-Bretagne. Le problème ici est important. La région du Burundi et le Rwanda, c'est important de connaître leur langage. Il y a 3 langues majeures. Le Twa, le Tutsi et le Hutu. Les Tutsis sont en minorité dans ces régions. Ok? Tout cela, ce sont des langues qu'on appelle les langues nilotiques. Ça veut dire que c'est les langues qui viennent du Nil. Parce que toutes ces personnes descendent du Soudan. Ils ont une même morphologie faciale. Vous devez savoir ça. Si vous connaissez les Soudanais, je sais qu'en Afrique du Sud, on a la même morphologie. Bon, c'est vrai qu'en Afrique du Sud, on a les San et les Khoisan qui sont un peu différents au niveau des hanches. Parce que les gens des Khoisan ont les hanches un peu plus larges, les visages allongés. Bon, la morphologie, c'est important quand même. Naturellement, ici, les Congolais, le Congo belge, avec Léopold I et Léopold II, d'abord, ce sont des assassins. Ok? Léopold I, c'est le plus grand assassin que l'humanité. Il a dépassé Adolf Hitler.
Les gens ne savent même pas à quel point on nous a martyrisés ici dans cette histoire-ci. Le vrai problème ici n'est pas Léopold 1 et 2, même s'ils ont fait beaucoup de mal. C'est la répartition des terres d'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, qui étaient des peuplements, des royaumes, pour lesquels, en subdivisant les terres, en mettant des lignes des terres entre le Congo belge et la Tanzanie et la Zambie en bas, a divisé des ethnies. Donc on retrouve dans les Tutsis au Congo belge, les Tutsis au Rwanda, les Hutus au Congo belge, les Hutus au Rwanda, en Burundi. On retrouve toutes ces nations-là ainsi. Dans cette répartition, enfin, ceux qui sont donc au Rwanda, il y a une minorité Tutsi par rapport aux Hutus. Par rapport au Burundi, pour lequel il y a une majorité respective. C'est important de comprendre pourquoi il y a ce problème. Donc quand les Occidentaux donc, ont compris cela, ils ont donc voulu créer cette séparation. Cette séparation, donc, ils désignent donc en premier lieu les dirigeants Hutus sur les dirigeants Tutsis qui créent des massacres. Vice-versa. Maintenant, les Tutsis qui font des massacres. Et ils font cela parce que l'endroit du Congo belge, ils ont découvert ça depuis les années 1890, que c'est l'endroit qui regorge le plus de ressources minières sur terre, par mètre carré. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis les années de l'indépendance, parce que ça a été subdivisé en 1911, ces régions-là, il ne peut pas avoir de paix. Il est impossible qu'il y ait la paix. Parce qu'ils nous ont déjà, je dis ne nous, parce que c'est le Bantou, ils nous ont déjà subdivisé, divisé les terres. Parce qu'on dit, ça n'arrive pas que là-bas, on a le même problème au Cameroun, avec ce que vous appelez les Ambazoniens. Parce que les Allemands avaient la partie anglophone. Toute cette partie anglophone était aux Allemands. Sans oublier que quand les Anglais prennent à travers 1919 et qu'ils prennent ces régions avec le Nigeria, cette partie appartient au Nigeria. Donc quand les Français viennent faire la réunification, on colle deux peuples et on les assimile dans une politique qui ne convient pas. Aujourd'hui, quand ils veulent se révolter, on ne prend pas le sujet ethnique en considération, on prend le sujet république. Mais ça ne marche pas, voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord. Donc forcément, si on veut faire la République du Rwanda, qui a décidé à travers les traités de Versailles de subdiviser le Rwanda, le Burundi et le Congo belge, tu as coupé le gâteau en laissant les peuples rwandais au Congo belge et le peuple des Congo belges au Rwanda. Tu les as coupés en morceaux. Donc aujourd'hui, le problème qui est un problème qu'on doit résoudre, pas avec les prières. J'ai vu mes collègues qui sont congolais, je vous aime beaucoup, mais vous êtes très stupides. Vous avez le plus d'églises par superficie en Afrique. Tu dis explicitement que mon frère, il ne faut pas que Satan entre dans le pays. Prions, prions. Bon, tu as prié Dieu, Satan est quand même entré. Ça veut dire que Satan est plus puissant que ton Dieu. Parce que tu ne comprends pas que l'expression visuelle que tu as eue un an avant est seulement là pour que tu puisses prévenir, pour trouver une solution politique. Ce n'est pas les prières qui règlent les problèmes. Bon, maintenant vous avez prié. Ça a changé quoi? Goma n'a pas été pris. Goma a été pris. Goma est pris. Alors on m'a dit, mais toi tu parles en tant que qui? Moi je préviens ça depuis 2018. Ah non, 2016. Parce que, parlons vrai. La première expression visuelle que j'ai du Congo, l'invasion du Rwanda au Congo, j'ai posté ça il y a quelques jours. C'est 2016. Donc, quand on parle là, il faut qu'on soit calme. Et je suis explicite en 2018. Je suis encore plus explicite dès 2022 parce qu'on me fait comprendre que la guerre est proche. On me transporte à les frontières, on me montre les chars. Comment, entre les frontières du Congo et les frontières du Rwanda, ce qui va se passer. J'explique même dans l'expression visuelle que ces armes n'appartiennent pas aux Congolais. Je suis clair, non? On a vu les mercenaires, non? On a vu plein de mercenaires roumains de la Légion française qui sont payés cher pour protéger le Congo. N'est-ce pas une bizarrerie, ça? Qu'est-ce qui protège à l'est du Congo? Il ne protège pas la frontière, il protège les mines. Donc quand on parle du M23, il faut qu'on explique le M23 pour les gens qui ne connaissent pas. Le M23, c'est créé en 2012, parce qu'il y a eu une guerre en 2012. Ça fait vraiment 12 ans, ou 13 ans aujourd'hui qu'il y a eu la guerre.
Cette guerre-là a recommencé, ça fait 13 ans aujourd'hui. M23, ce sont des Tutsis de l'Est du Congo. Parce que j'ai expliqué la démographie à peu près de ce qu'on appelle l'Est de l'Afrique. Ce sont les Tutsis de l'Est du Congo qui sont des réfugiés au Rwanda. Parce que les Congolais ont chassé pendant ces guerres-là, depuis 94, 92, 92, chassé dans les régions du Rwanda et du Burundi. Il faut savoir qu'il y a près de 300 000 réfugiés au Burundi. Il y a près de 100 000 réfugiés au Rwanda. Ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils font là? Ils étaient où il y a 100 ans? Les grands-grands-parents étaient où? C'était leur habitat. C'est maintenant vous, quand vous avez distingué les frontières, vous avez que vous êtes maintenant congolais, maintenant les Tutsis deviennent rwandais, les Tutsis deviennent congolais. C'est cette séparation qui est très grave. C'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples. Donc, quand tu entends donc aujourd'hui que le président rwandais, qui est Tutsi, parce que le président rwandais c'est un Tutsi, il ne faut oublier que le génocide qu'il y a eu en 1994 a renversé les Hutus. Et maintenant les Tutsis sont au pouvoir. Mais les Tutsis même sont minoritaires au Rwanda. Il faut oublier ça. Donc les Hutus se sentent oppressés. Parce qu'on a notre Rwandaise, on en parle aujourd'hui, elle voulait que j'en parle parce que c'est important, elle a mal parce qu'elle est dans ce pays et elle voit comment ça se passe mal. Et elle se pose la question, quelle est la solution? Je viens avec la solution. La solution, elle sait, mais elle ne va pas l'appliquer aujourd'hui. Donc ici, naturellement, quand on voit les Tutsis du M23 entrer à Goma, Goma a toujours été leur lieu de vie depuis des centaines d'années. Ça a toujours été leur village depuis des centaines d'années. Je dis, mais le mot centaine, c'était leur royaume, c'était leur ville. Ils ont toujours été là plus ou moins. Quand j'entends le Dieu du Congo va dominer le Dieu du Rwanda, je ne sais même pas si c'est que c'est la même tribu. C'est la même tribu. Quand tu dis le Dieu du Congo là, ce n'est pas Dieu qui a divisé le Congo. C'est les Belges. Revenez-vous un peu, c'est les Belges qui ont coupé ça en petits morceaux. Ce n'est pas Dieu qui a coupé ça en petits morceaux. Donc quand tu proclames le Dieu du Congo, tu ne comprends pas la subdivision qu'il y a bien pu avoir. Cette subdivision te divise aujourd'hui. L'Afrique est ethnique. Ceux qui ont divisé l'Afrique en petits morceaux ont compris bien après qu'ils nous ont divisés. Et en nous divisant, ils règnent. Ils règnent sur nous. Voilà pourquoi aucun pays subsaharien, la politique démocratique ne marche. Pourquoi? Quand on quitte du Sénégal jusqu'au Nigeria, ce sont des ethnies. Ce sont que des ethnies. Et dans le découpage qu'il y avait pu avoir, ça a découpé les ethnies, enfin, il y a des ethnies majoritaires dans un pays, des ethnies minoritaires dans ce pays. Et forcément, si les ethnies minoritaires prennent le pouvoir, il va oppresser l'ethnie majoritaire, vice-versa. Voilà pourquoi, dès qu'il y a un vote, n'est-ce pas que c'est un droit là? C'est le même problème avec le Cameroun. Avec ce qui se passe aujourd'hui, pour lequel on ne peut pas s'asseoir avec M. Kamto. Parce qu'il est américain. On est ethnique. Oh, je reviens dessus tout à l'heure parce que c'est très important. On est très ethnique. Oh, est-ce qu'on ne veut plus un Béti au pouvoir? On ne veut plus un Béti au pouvoir. On parle pas de son intelligence. On parle de ça, de son ethnie. Nous sommes encore très ethniques. Parce qu'on a encore des chefs au village. Les Américains n'ont pas les chefs. Ils n'ont pas de chef. Mais on veut prendre le modèle américain pour le calquer dans ce modèle. Ça ne marche absolument pas. Voilà pourquoi après chaque vote, il y a toujours des revendications et des manifestations. Il faut qu'on puisse remonter en arrière pour comprendre pourquoi on est dans la mauvaise passe. Donc la guerre aujourd'hui au Congo, c'est la revendication de 2012 à travers le M23, c'est-à-dire mars 23, ok, pour lequel ils veulent revenir et reprendre le pouvoir dans cette région du monde pour laquelle ils considèrent qu'ils ont toujours grandi. Et ce n'est pas associatif avec Kagame. Kagame n'a à 90% rien à voir avec cette guerre. Je vais expliquer parce que j'y étais au Congo il y a peut-être 2-3 jours. On m'a transporté au centre du problème. Voilà pourquoi je vais expliquer ça aujourd'hui. Mais avant que j'arrive à ce point-là, il faut qu'on comprenne les area boys. À travers la compréhension des area boys, ça veut dire les Occidentaux qui ont conquis les terres africaines depuis le début de l'annexation du 16e siècle, 15e siècle, jusqu'aux années des indépendances, ont bougé l'Afrique et ont créé les jeunes dépigmentés,
Quand tu lis l'histoire du Congo belge, tu vas pleurer. Hormis le fait que Léopold est un assassin. Assassin, il privait les gens de parler même leur propre langue. On t'interdit de parler ton patois. Tu dois parler le flamand, tu dois parler le français. C'est comme ça. On t'interdit de prier ton Dieu, ton village. On insiste avec les fouets. Je vais lire. Ça va servir à rien, mais je dis quand même. Comme l'explique un recueil destiné aux fonctionnaires de la colonie, l'objectif consiste à toucher la personnalité intime des indigènes et transformer sa mentalité, à le relier dans son fort intérieur à l'ordre social. Voilà un récit. Ici, on est encore 1898 à 1906. Vous savez qu'ils forment les gens pour qu'ils se déracinent de leur propre racine. Ça, c'est les prêtres qui parlent. Hein? C'est les prêtres qui parlent. En fait, je répète encore parce qu'il faut que les gens comprennent ça. On fonctionne, parce qu'en fait, ils ont créé les fonctionnaires, les écoles, pour nous déraciner. Est-ce que les gens comprennent à quel point on est déraciné? Parce que si tu perds ta racine ethnique, mais tu perds ta substance. Tu perds ta substance intellectuelle, tu perds ta substance de la compréhension de ce qui t'entoure. Aujourd'hui, les frères congolais, les frères rwandais, burundais, tanzaniens luttent alors qu'ils ne doivent pas lutter entre eux. Je suis contre les destructions des ambassades. Ce n'est pas ça qui apportera la solution. Ce qui apportera la solution est simple. Selon ce que j'ai écouté le 23 novembre 2016. Réunis là en tant que chef, avant que ces guerres ne commencent. Ces guerres ont commencé déjà. Il y a 2 ans, c'était l'ouest de l'Afrique. On oublie que le Mali allait être confronté au Nigeria. Mais ils sont arrêtés parce que c'est la même tribu du Nord. C'est la Hausa. Mais ici, il faut qu'on comprenne que pour que nous puissions s'identifier en tant qu'Africains, la démocratie ne va jamais marcher. Parce que nous sommes des peuples ethniques. Le Cameroun est un exemple, et le Congo c'est un exemple. Chaque personne qui prend le pouvoir en tant qu'ethnie va mettre ses frères autour de lui. C'est comme ça. Va depuis le Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. C'est ethnique, c'est comme ça. Aujourd'hui, on pleure 42 ans de joie. On pleure 42 ans de joie. Belle métaphore, ok? Mais c'est ethnique. Tu vas autour du président, tu vas chez Tshisekedi, c'est la même chose. Ce sont ses frères qui sont autour du pouvoir. Tu vas chez Sassou Nguesso, ce sont ses frères et son village qui sont autour du pouvoir. Tu vas en Guinée-Équatoriale, ce sont ses frères qui sont autour du pouvoir. Ok? C'est comme ça. Tu vas au nord, chez Idriss Déby, Maréchal, ce sont ses frères qui sont autour du pouvoir. Et n'est-ce pas qu'ils s'en plaignent? Ils s'en plaignent, mais parce que ça a été mal subdivisé. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Ok? Il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on pense à une ethnicité africaine, pas à une république africaine. Il faut qu'on redéfinisse les frontières africaines selon les ethnies et les ressources que les ethnies portent, pour qu'il y ait moins de guerre entre les frères ethniques dans un même territoire ou un triangle. Donc, RRBO est important de le dire. La guerre au Congo, on l'a annoncé, c'est triste de voir nos frères mourir. J'ai lu le bilan hier, près de 400 morts, près de 7500 déplacés, près de 7500 blessés, 750 blessés, pardon. On a des milliers de déplacés. Est-ce qu'on n'a pas vu ces déplacés ici? J'ai annoncé ces déplacés en 2023, que je vois des milliers de déplacés, je vois des guerres, je vois des bombardements. Et vous avez vu les armes sophistiquées que les gens là ont? Vous avez vu les armes sophistiquées que les gars là ont, le M23? Ils ont pris ça où? Vous avez vu les armes sophistiquées que les mercenaires ont? C'est extraordinaire. L'Afrique ne produit pas d'armes. L'Afrique du Sud et l'Égypte ne produisent pas le type d'armes là.
d'où viennent ces armes? C'est la question que le service me pose. En 2022 décembre, il me dit, mais ces chars-ci, qui produisent ces chars? Qui produit ces armes? Tu achètes ça avec quel argent? That's the problem. Donc, il faudrait que l'Afrique donc, puisse comprendre cela. Nous sommes ethniques. Nous sommes purement ethniques. Mais on va rester ethniques. Parce qu'on parle encore nos langues, nos patois. En plus, on a encore une recrudescence des cultures africaines qui sont en train de reprendre encore une amplitude très forte. Très forte. Donc, la guerre au Congo belge, n'est que fomentée par la puissance allemande. C'est les Allemands qui nous ont mis dans ce problème. C'est les Belges qui nous ont mis dans ce problème. Parce qu'ils nous ont subdivisés en ethnie sans considérer les territoires. Ils ont donné nos territoires aux voisins, qu'ils ont appelés les nations à gauche, les nations à droite. Et nous, aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. On est des Camerounais. Et je le dis toujours, les gens ne comprennent pas souvent quand je le dis. Quand je le dis, pardon, c'est que au XVIe siècle, on n'est pas Camerounais. Au XVIIe siècle, on n'est pas Camerounais. Au XVIIIe siècle, on n'est pas Camerounais. Au XIXe siècle, on devient Camerounais. C'est à partir de 1912 à 16 qu'on commence à parler le français, qui devient une langue administrative. Il faut que ce soit clair. Or, les gens parlent encore leur patois. Cache. Donc, ça ne fait même pas 100 ans qu'on est francophone, hein, qu'on parle le français anglais là. C'est très récent. On s'est très vite adapté au français. On veut même parler comme on va dire déjà bonjour, comment ça va? C'est grave, mais c'est très récent le parler français. C'est récent. Et tu vois, on est fiers d'être Camerounais. On oublie que le Cameroun, c'est un petit qui était donné par les Occidentaux. Moi, je ne suis pas plus vote. Ce patriotisme aveugle est très dangereux. Parce que tu vas aller lutter. Bon, ceux qui connaissent les langues bantou, je le dis toujours de temps en temps. Langue bantou, quand on parle du Fang Beti, on parle le Fang Beti, équatorial, Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. On fait comment? C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans. Comment ça va? On nous a. Bon. Il se parlait comme ça. Il parlait. Quelqu'un est venu prendre la règle, tracée. Équatorial. Gabon. Mais ils parlent le même langage. Et aujourd'hui, imagine-toi, ceux qui habitent à Kiossi, qui parlent avec leurs frères, qui parlent la même langue. Mais ils bagarrent. Moi, je suis Guinéen, mon pays, on est riche. Are you serious? On est riche, et nous on est riche. Notre territoire est grand. Votre petit pays qui est seulement comme la petite île là. On se lutte alors qu'au départ, on bagarre alors que c'est les gens qui sont venus nous couper en petits morceaux. Quand on va au nord, on va le logo de Chari. C'est les Tchadiens. Parce que le logo de Chari, c'est au Tchad. La plus grande majorité là-bas au Tchad. Mais tu vois, la frontière à cause de l'eau, ils se luttent tous les jours. L'eau, c'est l'autre eau. Le Cameroun, c'est le pays de Samuel Eto'o. L'autre, toi, vous avez même quel footballeur? Qu'est-ce que le football a à voir avec la frontière? Il n'y avait même pas encore le football, il n'y avait pas encore cette démocratisation du football. Juste pour faire comprendre qu'on lutte aujourd'hui à cause des frontières que les Blancs nous ont imposées. Je suggère une chose, je le dirai encore après. Si on veut que l'Afrique aille mieux, surtout le Cameroun, il faut diviser le Cameroun en 3 grandes parties. Je le dis encore, je vais laisser ça sur ça jusqu'à la gare. La partie septentrionale, c'est les mêmes tribus. Ils ont les ressources. Autogestion, avec une centralisation. La partie centrale et occidentale, c'est-à-dire le sud-ouest, c'est une même région, pas les mêmes langues. Et que quand tu vas jusqu'au Feng, ils font des Bakweri. Ils parlent le Sawa, ils s'habillent comme le Sawa. C'est une région. Et la partie du sud, qui parle la même langue. Voilà 3 régions qu'on peut subdiviser comme ça là. Et l'autogestion. Et forcément, toutes ces régions ont en cause aujourd'hui des chefs. Bon, les chefs, c'est vrai, avec docteur, professeur, monsieur Nji, il y a eu des traficotages, mais ils ont encore des chefs. Voilà comment on peut éviter les votes inutiles. Les votes inutiles. C'est ce qu'on peut faire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quand on voit le Togo et le Ghana, c'est les mêmes peuples. Ce n'est que l'anglais. C'est l'anglais seulement, c'est l'anglais. Tu vois,
Du Tchad au Mali, parce que le Mali est grand. Du Tchad, Niger, Mali, les Touaregs. Pourquoi est-ce qu'il faut les subdiviser? C'est les mêmes peuples. Pourquoi est-ce qu'il faut les subdiviser? C'est ça le problème. L'Afrique doit se lever, pas pour lutter contre les Blancs, non. C'est de s'asseoir et de remonter à une cartographie qui a au moins 200 ans, ça existe jusqu'aujourd'hui, et de se dire, on doit se regrouper en termes linguistiques et même phénotypiques. On doit se regrouper comme ça et voir nos ressources et savoir comment développer. Laissez vos frontières là, il n'y aura plus de Coupe d'Afrique. Mais la Coupe d'Afrique là, ils profitent de nous. Regarde la poule dans laquelle on est tombé. Le Gabon, la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que les gens parlent tous les jours. Là, voilà, c'est même pas le problème là-bas. Ça va nous apporter quoi cette coupe-là? Rien. Ça donne l'argent à la FIFA et à la CAF. Et aux petits joueurs qui vont manger les miettes. Et les droits télé. Mais après la guerre, si imagine-toi peut-être que le Rwanda joue à la poule, bon, ils se rencontrent, imaginons, hein, que le Rwanda rencontre le Congo. Mais ils vont faire comment? Ils vont déposer ils vont déposer la godasse, ils vont déposer le ballon, ils vont prendre les armes. Le dieu du Congo, le dieu du Rwanda. C'est comme ça qu'ils disent. Quand tu lis le forum, le dieu du Congo, le dieu du Rwanda. Regarde comment le christianisme nous a rendus bêtes. C'est ce que je dis à mes collègues. La prière ne règle pas le problème géopolitique. Vous avez beau prier. La Bible vous a menti avec un grand M. Depuis qu'il y a les guerres sur terre ici, aucune prière n'a réglé le problème. C'est l'arme qui règle le problème. Parce que quand on parle de guerre et de paix, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait précédemment une guerre. Donc quand moi je vois mes collègues se mettre à genoux, je prie pour le Congo, que tout esprit démoniaque, mon frère, tu es en train de prier quand la guerre a commencé. C'est pas façon de se comprendre. Le service prévient des années en avance pour qu'on puisse régler le problème géopolitique. Toi tu veux venir prier quand il y a la guerre. Oh, l'Esprit de Dieu me dit que ça va changer, ça va tourner. Ça ne va pas tourner parce que le problème est là.